Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview du livre de l'Ikigai de Marc, édité par Duno. Comme vous le savez, l'objectif de ce livre, il est vraiment de vous donner les clés à tous ceux qui ont envie d'innover, à tous ceux qui ont envie de faire du marketing, qui n'ont pas toujours les budgets, qui peuvent être sur des marchés un peu saturés, un peu compliqués, mais pourtant il y a des solutions. Et ce livre est là pour le prouver, c'est une vraie note d'espoir et de motivation pour tous, parce que, et vous allez en avoir la preuve aujourd'hui encore plus, il est possible de créer des produits, créer des offres, qui soient vraiment distinctives, alors qu'on peut être sur des marchés qui sont qui peuvent paraître complètement bouchés. Et en fait, on a toujours le moyen de trouver une nouvelle place sur un marché. Justement, pour nous parler de tout ça, de structurer une offre, de se positionner, de faire la différence, on reçoit aujourd'hui Juan Pablo Naranjo, qui est designer et architecte, cofondateur du Studio Nock, cofondateur de Teddy Bear, dont on parle quand même pas mal dans le bouquin, la fameuse marque de matelas sur laquelle toute la France dort dorénavant, et tout nouveau cofondateur de Owen, une nouvelle marque de luminaires qui permet enfin aux gens de s'éclairer facilement chez eux. Bonjour Juan Pablo. Bonjour Sébastien. Alors, comme pour tous mes invités, je vais commencer par une question qui parle de toi. Est-ce que tu peux te présenter sans trop présenter ton activité professionnelle? J'avoue que c'est une question assez difficile où on a trop l'habitude de se cataloguer soi-même comme ce qu'on fait, en fait. Et je vais peut-être répondre à ça avec euh, une sorte d'idée, une sorte de phrase qui est je pense être un peu comme une toupie. Et la toupie, c'est juste en restant en mouvement qu'elle reste debout. Donc, si je retrace un peu ce que j'ai fait depuis des années dans ma vie, c'est plutôt bouger, faire beaucoup de choses, beaucoup d'études, beaucoup de tests, monter des boîtes, fermer des boîtes et apprendre dans le processus. Mais sans jamais tourner en rond. Non, c'est une bonne façon de rattraper la toupie. Et c'est vrai, Juan Pablo, t'as un CV vraiment impressionnant, plusieurs entreprises à ton actif, que ce soit Teddy Bear, évidemment le studio Nock que tu as depuis plus de 10 ans, Owen. Le point commun entre tous ces différentes structures, c'est le design et la volonté par le produit de venir en aide aux clients. Peux-tu nous expliquer ta vision du design? Alors, le design, il y a une conception assez basique du design qui est de penser qu'il s'agit du beau et de rendre beau des objets ou de les rendre un peu. C'est devenu un adjectif, hein, le design, quand on décrit les choses. Mais en fait, le design, c'est un processus. Et ça l'a toujours été pour moi, pour Jean-Christophe, mon associé chez Nock et Teddy Bear et Owen. Et en fait, la chance qu'on a eue depuis 12 ans du studio, c'est qu'on ne s'est jamais cloîtré dans un type de design. On a fait du design industriel, on a fait du design d'intérieur, on a fait de la pièce unique, de l'artisanat, de la marque, on a tout fait. Et en fait, c'est ça le design. Le design, il y a une problématique euh, qui est peut-être économique, elle peut être fonctionnelle, utilitaire, d'usage, apportée souvent par une marque, ou parfois apportée par nous-mêmes comme une sorte de recherche essentielle sur le design et notre relation aux objets. Et le design, en fait, propose une solution, je vais appeler ça globalement plastique, dans le sens où les matériels ou esthétiques, où elle crée un résultat tangible de la réponse à cette question. Donc la différence par rapport à l'art, je disais, c'est que l'art n'a pas vraiment une responsabilité de résultat face à qui l'admire. Or, le design doit apporter une réponse lisible. Et justement, c'est quoi la relation entre le designer et finalement l'usager final, qui est souvent le client? Comment tu t'inspires du client? Comment tu fais pour le surprendre? D'ailleurs, dois-tu le surprendre ou juste lui proposer quelque chose qui le rassure? Alors, disons que la méthodologie qu'on utilise pour
depuis très longtemps d'une façon un peu sous-jacente dans tous les projets de design auxquels on s'attache. C'est c'est une méthodologie très proche de la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique, en grosso modo, c'est tout d'abord il y a de l'observation. Ensuite, on observe donc des phénomènes ou des événements ou des comportements. Et ensuite, on émet des hypothèses sur pourquoi ou comment changer ou comment améliorer. Ensuite, on propose des solutions et ensuite on valide avec des tests, prototypes, avec voilà. Donc ça s'applique très bien au design car nous vivons dans un environnement dans lequel on peut décrire on peut décrire là où nous vivons comme un endroit qui est susceptible d'être amélioré, soit par le confort dans lequel on vit, soit par la façon dont on appréhende un objet, soit la relation avec un UX par exemple. Et du coup, quand on va résoudre des problèmes pour le client, on aura analysé son environnement à lui. Et on va s'attaquer à dire bon, le confort dans une chambre d'hôtel par exemple. Et l'idée n'est pas d'aller de surprendre le client ou l'usager, mais au contraire de donner des solutions qui paraissent tellement naturelles qu'on peut se dire, si on arrive à se dire, tiens, c'est génial, on aurait dû y penser avant, c'est tellement simple, c'est le plus simple et le plus difficile à avoir toujours. Et donc dans cette logique-là, je pense que notre métier est bien fait lorsque peut-être on ne pense pas à nous et on se dit bah tiens c'est normal, ça devait être là. Savoir s'effacer finalement derrière l'usage qu'en fait le client. Oui, oui, oui. Et alors ça c'est un peu contrastant avec un peu cette image du designer qu'on a de plus en plus avec les magazines, avec les médias, etc. Où au contraire les designers deviennent des sortes de nouveaux personnages, de stars. Bon, on pense à Stark, bien sûr, qui est un grand monsieur du design, qui a fait beaucoup de bonnes choses, mais qui a aussi cultivé ce truc du designer star, où en fait, beaucoup de marques, à la fin, cherchent des signatures, des choses comme ça, et pas souvent juste du design. Bon, c'est un peu comme quand on fait des bougies. On crée toujours des nouvelles bougies, alors qu'en soi, ça répond absolument à la même chose. Et d'ailleurs, c'est le point de beaucoup de marques, de se dire, bah, finalement, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer un nouveau produit qui est pas si différenciant des autres, qui apporte pas une plus-value vraiment totale. Et c'est là où justement, de temps en temps, on essayait d'utiliser le marketing un peu trop fort pour dire regardez comme je suis différent, alors qu'à la fin, on est exactement pareil. Mais bon, on pourra pas changer le monde aujourd'hui. Après, même dans cette optique, ce qui peut être intéressant de voir pour une marque qui est ce genre de situation dans laquelle elle n'est pas dans l'innovation flagrante ou des choses comme ça, c'est que tout peut être dessiné d'une certaine façon. Le design peut intervenir, ça va peut-être pas être sur l'objet lui-même de la bougie, mais peut-être sur la façon dont on le présente, dont on le transporte, dont on le fournit, dont on le produit, dont on en parle. Et en fait, tout ça rentre dans le cœur même de ce qu'est le design. C'est un petit peu la définition dans le fond qu'on donne dans ce livre de l'offre. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, quand on me parlait d'offre, souvent on entendait offre produit et donc on entendait simplement le produit. Aujourd'hui, j'ai la sensation que la définition d'offre a vachement évolué et qu'elle comprend évidemment le produit, mais aussi toute l'expérience qu'il peut y avoir autour du produit et évidemment la marque. Parce que finalement, la marque, elle va avoir un impact hyper fort sur cette compréhension de l'offre. Quand on est chez Teddy Bear, on est dans la simplification, dans l'essentiel, et finalement, on comprend l'offre, on va comprendre le produit aussi de par la marque. Et justement, quel est pour toi, dans ton travail, que ce soit quand tu travailles pour Teddy Bear, alors là où c'est une marque que tu as cofondée, ou alors quand tu es au studio et que tu travailles pour des marques qui au départ tu ne
connais pas ou peu. Quel est ton rapport à la marque quand tu dois créer un nouveau produit, quand tu dois créer une nouvelle offre? Alors, un peu comme dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est tout doit être cohérent, tout doit être dessiné, tout doit avoir un lien. Donc, j'imagine très mal, ou en tout cas, dans l'expérience qu'on a, euh, c'est là où on a eu le plus de difficultés, c'était quand on recevait des demandes de design dans lequel la marque ou les valeurs de la marque ou tout ça n'étaient pas en cohérence avec la demande en design. Donc, euh, si tu veux, je pense que une marque doit pouvoir se présenter sur toute la gamme de ses présentations. Si je tombe sur la marque sur Internet, je la reconnais. Si je tombe sur un objet, je la reconnais. Si je tombe sur un truc un catalogue, je dois la reconnaître. Une présentation sur les réseaux sociaux, je dois la reconnaître. Et en gros, les meilleurs produits sont toujours ceux qui sont nés d'une marque qui se comprend bien. Donc, pour cela, c'est bizarre, mais on revient toujours un peu aux essentiels. Et on a toujours travaillé très très bien avec des marques qui, même toutes petites ou qui démarrent ou quoi que ce soit, avaient quelque chose de clair chez eux qui étaient les valeurs. Alors, je sais que ça fait un peu cours de marketing 001. C'est le premier chapitre du livre, donc. Bah, écoute, du coup, en toute cohérence, on est dans le sujet. Et en fait, on se dit, non, mais donnez des valeurs à votre marque. Et on dit, bon, bah, on va les sortir du chapeau, parce que qu'est-ce que j'en sais, moi, quelles sont mes valeurs? Et en fait, les valeurs ne sont pas écrites dans la pierre. Déjà, elles peuvent évoluer, parce que les 2 premières années d'existence d'une boîte, bah, on en apprend des centaines. Donc, mais elles doivent créer une ligne directrice dans la façon dont on prend des décisions, dont on crée des nouveaux objets, dont on intègre ces objets à la charte graphique, à la marque, au discours marketing, à la présentation du site web, au ton utilisé. Et quand on écrit ces valeurs, même si au début on est un peu approximatif, eh ben, elles nous donnent une règle pour juger, pour faire des choix, parfois difficiles. On se dit non mais moi mon but c'est d'être simple. Et en fait, je viens d'être présenté avec un truc qui a plein de pièces de partout, il faut assembler, le client va pas comprendre, il faut faire 3 notices, et peut-être que c'est pas mon produit en fait. Il y a peut-être un truc un peu plus simple à diguer, ou le produit d'arriver d'une autre façon chez le client, ou des choses comme ça. Donc, disons que le premier pas, le premier conseil, si on pouvait, c'est de demander aux marques et aux chefs d'entreprise de définir ces valeurs et de les porter sérieusement. Et pour les chefs d'entreprise des petites marques, non seulement de les porter, mais d'être présent chaque fois que ces décisions basées sur les valeurs doivent être prises. Super important. Et par exemple, si tu devais, pour nous projeter, nous donner les valeurs de Teddy Bear qui sont au cœur de la création de chaque produit, quelles sont-elles? Ben, par exemple, ça c'est un excellent exemple parce que les valeurs avec lesquelles on a démarré la marque ont muté quelques années après lorsque l'on a fait un atelier avec toute l'entreprise. Et 2 ans après, où on était déjà plus nombreux que juste 3 personnes en train de démarrer, démarrer une marque, eh bien, il y a d'autres choses qui sont sorties dans cette deuxième session. Donc aujourd'hui, des valeurs un peu plus complexes, un peu plus fines. Mais quand on a démarré, alors je les ai plus notées sous mes yeux, mais alors il y avait évidemment la simplicité, parce que toute l'idée était de simplifier cette expérience d'achat d'un objet qui était compliqué, flou, cher, difficile, très complexe en explication.
l'écran de fumée. Donc simplicité, bienveillance, qui peut être un peu générique parfois, mais en fait la bienveillance, elle se traduisait dans des choses très simples. C'était dans la façon dont on présente le produit, d'être honnête pour qu'on ne se sente pas justement dans ce nuage. Mais la bienveillance aussi avec un service client qui était aux petits oignons pour chaque client qui appelait pour poser n'importe quelle question. C'était la bienveillance aussi sur des choses comme bien faire les livrets pour que les gens se sentent connectés. Ensuite, il y avait le design, bien sûr, parce qu'on partait du principe, et très fortement porté par Julien, aujourd'hui, bien sûr, président de Teddybear, qui était que le design doit être partout. Rien qui ne sort de l'entreprise vers le public, vers le client, vers les médias, ne doit pas être considéré, dessiné en quelque sorte, connecté à la marque, rendu cohérent dans le process. Il y avait une valeur aussi qui était extraordinaire. Donc ça c'est plus difficile à mettre, à déclarer comme valeur, c'était plus un concept. Et en fait cet extraordinaire, il partait du principe que un matelas c'est un truc très basique. Comment on rend ça extraordinaire? Comment on rend cet objet au-delà de lui-même? Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec l'expérience de livraison, ce qu'on a dans le déballage de l'objet, la façon dont on est traité avant, après, pendant le processus d'achat, avec la façon dont on s'adresse aux clients, où personne dans l'industrie du matelas n'avait jamais fait ça. Et c'était toujours de donner une petite touche de magie, en gros, hein, quelque chose qui autrement était... Et alors la dernière valeur, je me souviens plus très bien, mais disons que celle-là était celle qui me concernait le plus, parce que, par exemple, dans cette question du design toujours présent et de la bienveillance, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la marque que quand on a pondu en quelque sorte la baseline de la marque quelques années plus tard, c'est avéré que c'était l'incroyable est dans les détails. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que juste le détail sur un objet. Même si on s'est assuré que les coutures sur le matelas soient les mêmes que le zigzag que l'on retrouve sur le logo, qui sont les mêmes qui font les patterns lorsqu'on retrouve les imprimés dans le livre. Et l'incroyable est dans le détail, c'est aussi le détail le matelas, c'est un objet que je reçois, je déballe et je ne vois plus jamais de ma vie. Parce qu'il est en dessous de... Donc on va rendre ce moment de découverte et de rentrer en connexion pour la première fois incroyable. Donc le déballage, les petits détails, les objets, les cadeaux, les surprises, qui font qu'on n'oubliera jamais ça. Et on se dira, mais j'ai juste envie de savoir c'est quoi la suite. Et justement, quand donc vous avez lancé ce fameux premier matelas, ensuite des accessoires sont venus compléter cette gamme. Aujourd'hui, c'est quoi l'offre de Teddybear et comment vous définissez quel sera le nouveau produit et comment vous définissez aussi ce qui ne sera pas le nouveau produit? Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, le premier rempart, le premier filtre, ce sont en fait aujourd'hui, plus que les valeurs, c'est une vraie to-do list, des do's and don'ts plutôt, de ce qu'est un objet Teddybear. Et ça, on l'a fait à travers l'expérience, parce qu'en fait, des idées de nouveaux produits pour Teddybear, on en a eu, on a encore des centaines. Mais à chaque fois qu'on se fait un ping-pong entre nous, et même jusqu'à pousser ce ping-pong très loin, un développement de produits, voir avec des fabricants, les matières, ça arrive, on a des prototypes, et on est devant l'objet et on se dit, en fait, c'est pas ça. Ça rentre pas dans notre critère, c'est peut-être pas simple,
c'est peut-être pas bienveillant, c'est peut-être pas design comme on l'entend, c'est peut-être pas extraordinaire. Et, et du coup, on dit non. Et donc, la gamme Teddy Bear s'est construite au fur et à mesure, d'une façon très rigoureuse, très cohérente, euh, pour justement qu'on ne se trompe jamais lorsque quelqu'un est en présence d'un produit Teddy Bear, il soit toujours bah oui, c'est Teddy Bear. Il n'y a que eux qui pouvaient faire ça. Hmm. Et alors non, mais c'est simple comme une tête de lit. Oui, il y a la tête de lit comme ça, qui a cette valeur ajoutée qui est très simple, qui complète bien ce que j'avais avant, ou bon, bref. Ça ne doit pas être une révolution technologique, ça doit juste être juste. Et ça, c'est un vrai mot, justement, la justesse. C'est un mot qui est difficile parce qu'on a tendance à vouloir toujours en faire plus. Et savoir finalement, entre guillemets, s'arrêter, c'est super important. Chez Teddy Bear, vous avez... Alors, je sais pas si vous avez beaucoup communiqué, mais en tout cas, je le sais. Pas mal intégré le client dans votre, finalement, dans vos innovations produits. Je me souviens d'un exemple qu'on retrouve dans le premier livre, qui était que vous aviez envoyé 400 oreillers à 400 clients pour essayer de récolter le maximum d'informations. Quelle est la part dans un produit de co-création, finalement, quelle est la part du designer qui à la fin peut-être va enfin le choix final sera fait par le client. Donc quelle est la part de design, de co-création et finalement aussi quelle est la part d'inattendu parce que j'imagine qu'un client va vers une moyenne un peu rassurante. Comment vous faites le choix entre tout ça? Bon, je pense que là, on rentre peut-être dans une façon alternative de parler de cette phase de test d'une théorie pour justement, comme je parlais dans la méthode scientifique, la partie où on valide les hypothèses. Et en fait, en tant que designer, notre travail, à partir du moment où on veut intégrer l'avis de nos futurs clients dans le processus de décision, eh ben, il tient à créer un bon cadre de, de discussion. C'est-à-dire, on ne va pas juste aller à dire oh, salut, on est Teddy Bear, comment va être le prochain oreiller Teddy Bear? Parce que non, tout le monde n'a pas les connaissances, enfin, c'est pas donné, c'est pas simple. Tout ce qu'il y a derrière un oreiller, les matériaux, les compositions, les volumes, les densités, etc. Donc ce que nous on a fait justement dans ce principe de simplicité, c'est on va enlever toute la partie complexe de la question en disant en fait on va vous proposer des options et c'est pour ça qu'on va vous les envoyer pour que vous testiez vous-même et qu'avec vos sensations et vos émotions, vous puissiez nous dire quel est le meilleur oreiller pour vous. Donc en fait, le travail de design ici, c'est un travail de préconception dans la partie technique, mais aussi on crée un process de création en quelque sorte. C'est pas du design produit, c'est du design de process. Et le processus, il inclut d'envoyer 400 oreillers vers les gens pour que ce soit eux qui donnent le dernier mot sur ce qu'on va appeler un confort pour le plus grand nombre. Parce que c'est eux qui vont nous donner le plus grand nombre. Et encore une fois, donc il y a un peu un principe d'humilité, on va dire, dans le principe où on se dit on ne va pas se mettre en avant comme dire voilà toutes les bonnes solutions pour vous. Mais on se met aussi en tant qu'expert à dire c'est important que vous fassiez un choix dans un cadre qui se tienne. Et puis on vous enlève le problème des chiffres et tout ça. Donc ça c'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a de la co-création. Aussi, il y a quelque chose qui est très important et de plus en plus important aujourd'hui dans le design des produits. Évidemment, il y a toute la question de l'écologie qui est très très forte. Teddy Bear est en train de faire un travail exceptionnel là-dessus. Teddy Bear est devenu une entreprise à mission dans cette volonté de regarder vers le futur, de faire les choses bien
en amont, Mm. pas juste en aval, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui de greenwashing, etc. Mais, euh, mais quelque chose qu'on oublie souvent dans qu'est-ce qui rend un objet durable, c'est cette capacité à créer un lien avec l'utilisateur. Euh, je donne toujours un exemple assez basique, mais on a tendance à garder plus longtemps l'armoire de la grand-mère que la commode Ikea. Parce que la commode Ikea était une solution à un moment X, un prix, une qualité, etc. L'armoire de la grand-mère, alors ce qui est drôle, c'est qu'elle n'est pas toujours de très bonne qualité. Elle est souvent encombrante, elle est souvent bon bref. Mais le lien avec la grand-mère, c'est tout ce qu'il faut pour que ça devienne un objet durable. Et en fait, ça c'est important aussi, dans la façon dont on ne crée pas de nouveaux déchets. C'est si je ne jette pas ce que j'ai, parce que je n'ai pas aucun lien avec lui, eh ben, je le rends durable, je le rends un peu plus responsable. Et, euh, et du coup, de là naît l'envie de faire de meilleurs objets pour de bonne qualité. La qualité, c'est tellement plus qu'un juste le mot de ah, c'est une bonne qualité. Non, ça implique des choses très profondes. La création de ce lien entre les gens et l'objet, de dire je sais pourquoi je le garde, je sais pourquoi je l'aime, pas juste pour son esthétique, mais il y a un truc qui me rappelle ça, si. Et pour nous, l'envie aussi de faire, alors ça tous les designers vous le diront, hein, mais du design intemporel, où on se dit, on essaye de se mettre un tout petit peu en dehors de la décoration et de l'éphémère, du bout du temps, même si c'est inévitable, hein, on ne va pas se mentir, mais il y a toujours un lien avec son temps, mais au moins de faire des objets desquels on ne va pas se lasser dans 3 ans et qui deviennent des déchets. Donc en gros, si je résume, tu mets des grands-mères dans tous tes produits. C'est ça? Eh bien, ça paraît bizarre et je ne l'avais jamais énoncé comme ça, mais je pense qu'inconsciemment, oui. Je me dis, si demain, les usagers de mes produits ou mes clients ou les gens à qui j'ai aidé à dessiner des choses transmettent ce que j'ai fait à leurs petits-enfants, eh bien, ça sera un pari, mais ultra gagné. Et tu penses pas qu'un jour on se transmettra des armoires Ikea? Eh bien, alors, c'est drôle, mais il y a des entreprises maintenant Qui customise. qui customisent autour d'IKEA. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout le monde n'a pas la grand-mère qui lègue des meubles, déjà. Deuxièmement, il y a des questions de moyens, évidemment, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais lorsque ce meuble Ikea est customisé, je te garantis qu'il y a plus de chances qu'il apparaisse dans le nouvel appartement à ce qu'il soit jeté à la benne lorsqu'il n'y a plus sa place dedans. Les nouveaux Ikea customisés, ils coûtent cher, hein. Parce que mais en fait, ça rentre aussi dans cette relation du lien avec l'objet. C'est-à-dire, ce n'est plus un objet anonyme Ikea, c'est ma commode Ikea. Bien sûr. Et là-dessus, j'ai aussi un exemple que j'adore, c'était les chaussures Nike, avec le Nike ID, où on pouvait se faire soi-même sa chaussure. Et lorsque ça a commencé, je me rappelle, 95% des Nike ID que j'ai vus étaient atroces. Elles étaient atroces, horribles. J'ai dit, mais c'est quoi ces couleurs, c'est quoi ce modèle, c'est trop moche. Mais il y avait le petit nom derrière, Cathy, JC, etc. Et ces chaussures, on les garde toute la vie. Bien sûr. Même si elles ont défoncé, on va les garder parce que c'était mes premières pompes faites pour moi, avec mon nom, à moi, mes couleurs, c'est moi qui ai choisi, quoi. Alors, tu mets des grands-mères dans tous les produits, tu lances ça restera une punchline, tu lances aujourd'hui une nouvelle marque de luminaires depuis quelques semaines. À quel moment on se dit, parce on a tous passé dans ces rayons chez Leroy Merlin ou autres, où il y a des centaines et des centaines de luminaires, ne plus savoir finalement quoi choisir, à quel moment tu te dis, eh ben je vais en rajouter? Ça, c'est la hantise de tous les designers, je pense.
de se poser la question à quoi bon rajouter un nouveau produit sur cette terre, on en a déjà quand même pas mal. Et en fait, c'est que le problème, c'est souvent qu'il y en a pas mal, mais que dans ce pas mal, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas vraiment dessinés dans un but de faciliter la vie des gens, de les aider à bien choisir, à mieux consommer. Il y a beaucoup de pré-détritus, si on peut appeler ça comme ça. Donc, quand on va justement devant ces rayons de luminaire énormes et qu'on ne sait pas quoi choisir et qu'on choisit par défaut ou par dépit, eh bien, on se trompe. Et puis, quand on doit remplacer celui-là, c'est celui d'avant, il est devenu détritus. Donc, c'est un peu vraiment dans cet esprit où on se dit, s'il faut faire quelque chose de nouveau, ce n'est pas juste une question de marketing, c'est il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut apporter quelque chose qui puisse être appréhendé par les gens, compris, créer un lien en se disant, nous, dans l'occurrence, avec Owen, ce qu'on veut, c'est rendre accessible la lumière, la bonne lumière chez les gens. Pour que ces 3 couleurs d'ampoule disparaissent, pour que l'on n'ait pas trop de lumière dans les yeux qui est désagréable, ou au contraire, que l'on soit dans l'obscurité. Enfin, toutes ces situations à la maison, en fait, qui sont des mauvaises ambiances lumineuses. Ce qu'on veut, c'est dire... En fait, la lumière, c'est un sujet difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques, les watts, les lumens, les sources halogènes, LED, les IRC, la température, enfin bref. Et comme tout le monde n'a pas les outils pour lire cette technicité, eh bien, il se retranche sur on va voir, ou on essaye. Et il se retranche sur le design, généralement, en ce qui concerne les luminaires. Il me dit, vu que je ne sais pas en termes de lumière ce que ça vaut, au moins, comme je vais mettre ça au mur, au moins que ce soit beau. Et c'est souvent une erreur, malheureusement. Ou sur des objets qui ont l'air beaux, mais de mauvaise qualité. Donc, en gros, tout l'effort qui a été mis derrière le projet, derrière Owen, c'est l'envie de faciliter ce choix, de le rendre accessible, d'améliorer son quotidien soi-même. Et je peux t'assurer que si quelqu'un qui considère que la lumière est mauvaise chez lui, chez elle, fait le choix de l'admettre dans un premier temps, ensuite de regarder comment on peut les aider avec des beaux objets, une bonne lumière, une bonne source lumineuse et un aide à l'installation pour être sûr, parce que c'est difficile, on ne sait pas où en mettre, comment, combien, et que cette personne franchit ce pas, eh bien, je te garantis qu'elle aura une autre relation à son appartement et à son environnement et à sa maison. Et donc, on aura créé du lien entre l'expérience, l'objet et la personne. Et justement, alors c'est un sujet qu'on évoque dans le bouquin, dans le chapitre qui vient après le 4, sur la stratégie d'acquisition, d'engagement. Comment on crée un produit quand on sait que le client n'a pas conscience de son problème ou de son besoin? Comment on fait? Et du coup, est-ce que c'est le produit qui va faire la différence ou est-ce que c'est le marketing? Alors, disons que la première partie de cette réponse, c'est que tout va aider à rendre lisible le problème et lisible la solution. La chance qu'on a eue pour Owen, en l'occurrence, c'est que notre profession première est designer, et designer d'intérieur, dans lesquels on a déjà eu des expériences, beaucoup d'expériences sur comment aménager des espaces. Et nous, en tant que professionnels, on sait que la lumière vient au début des projets. Parce que c'est celle qui va créer l'ambiance, qui va créer si une chambre est reposante ou pas, si un bar est accueillant ou pas, si une table de restaurant est désagréable ou pas, avant d'avoir mangé. Et donc on avait un peu en nous déjà cette notion intuitive et technique aussi, parce qu'on s'y connaît quand même un peu
en technicité de la lumière, de qu'est-ce qu'était une bonne lumière, ou en tout cas une bonne source de lumière. Mais avec ça, on n'avait que la solution produit. Et le marketing est venu nous aider à construire la raison et la façon avec laquelle on allait déjà mettre en évidence qu'il y a un problème chez vous de lumière. Je le dis comme ça parce que 60% des Français considèrent la lumière mauvaise chez eux. Donc c'est quand même beaucoup de Français. Mais déjà c'est admettre qu'il y a un problème. Après, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Les réponses sont très intéressantes. Et 8% vont aller chercher la solution dans un bon luminaire. Mais on a compris qu'en gros, le design finalement et le marketing étaient vraiment un complément pour finalement, une fois qu'on a compris vraiment le problème du client, on a la possibilité avec le marketing de lui exposer, et finalement à la fin, ça reste le produit qui a raison. Parce que si le problème est bien exposé, mais que le produit ne satisfait pas le client, ça pose évidemment un sujet de satisfaction, de fidélisation et autres. Bien sûr, et voilà, c'est très bien résumé. Désolé, je m'étais perdu dans mon raisonnement. Mais en gros, ça prouve aussi que lorsque vous vous confrontez à des marques qui ont un marketing très très bien ficelé, mais qui n'ont rien à mettre derrière ce marketing, ça se voit, et ça se sent, et c'est imminent, le moment où la mascarade va être dévoilée. Mais lorsqu'on sait qu'on a un bon produit, qu'on a une solution de qualité, et c'était en fait la même situation avec Teddy Bear. On était sûr, on était en train d'apporter vraiment une amélioration dans la vie des gens. D'avoir un bon marketing, c'est pas juste le nappage qui va rendre le truc beau, c'est juste la fin de la recette. C'est pas juste voilà, le glaçage, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Finalement, la relation entre marketing et designer est quand même super proche quand on entend le marketing par son sens noble, pas juste le côté fumée d'écran face au client, non, qui est vraiment finalement là pour servir. C'est ce qu'on essaye de raconter dans ce bouquin, et finalement chaque designer est un peu marketeur parce qu'il a vraiment besoin de comprendre, de savoir aussi ce qui se passe, de savoir ce que font les concurrents pour pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas et qui apporte une valeur super différente. En tout cas, merci beaucoup Juan Pablo. On te souhaite évidemment un lumineux avenir avec Owen, de douces nuits avec Teddy Bear et plein de nouveaux projets avec le Studio NOC. Merci beaucoup. Merci Sébastien.